l'APR a été relaxé ce matin par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il était poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles suite à ses propos sur un présumé trafic concernant la migration circulaire en Espagne et au Qatar. Adama Fall, arrêté la semaine dernière, avait été placé sous mandat de dépôt avant-hier lundi. Ses avocats saluent le verdict du tribunal. Ils soulignent que le délit retenu contre leur client n'était pas fondé. Écoutons Maître Aboubakri Baro au téléphone avec El Haj Ndiogou Diène. J'estime que mes confrères et moi-même, nous avons plaidé cette affaire avec professionnalisme en mettant l'accent sur le droit. Or, dans ce dossier, nous avons estimé que le droit n'est pas constitué. J'allais dire que les éléments constitutifs d'infraction ne sont pas réunis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le chef de diffusion de fausses nouvelles pour lequel le parquet, l'accusation s'est autosaisie, n'est pas fondé en droit. Car vous savez que ce droit relève plutôt d'une infraction martiale. Lorsque des citoyens se mettent à se rebeller ou à jeter le trouble sur l'ordre public et sur l'État, là on parle de cette infraction-là. C'est un délit assez particulier, très technique. Je rappelle que depuis 2005 jusqu'à nos jours, il n'est jamais arrivé de plaider ce genre d'infraction. Donc on a eu à poursuivre une personne contre laquelle on n'avait aucun élément de preuve. La preuve en est encore une fois, c'est que le sieur Fall à la barre du tribunal s'est défendu avec hargne en reprécisant sa pensée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est à la suite d'un poste ou en tout cas d'une intervention d'une dame qui cite le frère du Premier ministre qui s'est mis versé dans le trafic de visas qu'il a fait sa sortie. Et tenez-vous bien, qu'est-ce qu'il dit à travers sa sortie? Il dit ceci, il paraîtrait. Donc il a utilisé le conditionnel, qu'il y a des informations qui circulent faisant état de trafic mettant sur la sellette le frère d'un Premier ministre, voyez-vous. Donc il n'a pas été précis. Et le droit, c'est la certitude. Le droit pénal est un droit de certitude. C'est un droit qui ne saurait s'accommoder de simples conjectures. Et nous avons estimé ce que l'accusation a fait. Mais fort heureusement, le tribunal, dans sa sagesse, dans son expérience, dans sa rigueur, a pris ses responsabilités devant l'histoire et devant l'opinion nationale et internationale en relaxant purement et simplement le sieur Fall aujourd'hui à l'issue de ce pétage. Justice toujours à Tambacounda, le tribunal de grande instance vient de rendre son verdict dans l'affaire des 21 orpailleurs clandestins. Peine de prison ferme et amende. Les détails avec Papoussé Diallo. 3 mois de prison ferme assortie d'une amende de 2 millions de francs CFA et 5 millions à titre de dommages et intérêts. C'est la peine à laquelle ont été condamnés les 21 orpailleurs attraits devant la barre du tribunal de grande instance de Tambacounda. Les prévenus ont tous reconnu les faits qui leur sont reprochés. L'administration du parc Nyokolokoba, qui s'est constituée partie civile, a réclamé la somme de 5 millions de dommages et intérêts, ainsi que la confiscation du matériel saisi. Comme tout tenu de la constance des faits, le substitut du procureur a requis l'application de la loi à leur encontre. Ces 21 orpailleurs sont venus de la Guinée pour s'introduire notamment dans le parc et c'est au cours d'une opération de sécurisation que les agents du parc Nyokolokoba ont démantelé ce réseau d'orpailleurs clandestins. Un lot important de matériel composé de motos, de vélos et des groupes d'électrogènes ont aussi été saisis par les agents du parc Nyokolokoba. Tambacounda, Papoussé Diallo, Radio Futur Média. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Venons-en maintenant à la grève de 72 heures lancée ce matin par le syndicat autonome des médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens du Sénégal. Grève de 72 heures bien suivie dans la ville tricentenaire aux grandes dames des patients. Notre reporter s'est rendu à l'hôpital régional de Saint-Louis pour constater les faits sur le terrain. Les malades prônent des concertations sérieuses entre l'État et les syndicalistes. Ousseynou Diop, reportage. La grève de 3 jours, entamée aujourd'hui par le SAMES et des techniciens supérieurs en santé, est bien suivie à Saint-Louis. Ici, les patients sont obligés de rebourser chemin avec un cœur meurtri. Daoudossi vient de Killé Boubacar, dans le département de Podor. À mon avis, il faut que les deux parties trouvent des accords. Il faut éviter les grèves parce que les patients vont subir les conséquences. Je pense qu'il faut discuter. Nous, les patients, nous sommes obligés d'attendre encore. Mamadou Lamine Diallo est venu de Dakar. Il a perdu un des membres de sa famille, mais il peine à récupérer le corps à cause de la grève de 72 heures. Je suis là depuis hier. On ne peut même pas récupérer le corps de notre sœur. C'est pourquoi j'appelle l'État et les syndicalistes à négocier. Les temps sont durs et on ne peut pas supporter cette grève. La grève est bien suivie à Saint-Louis. Dr Bakadi Sogabodjan est le porte-parole du jour du SAMES. Ce matin ici au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis, de façon globale par tous les médecins de l'hôpital. Cependant, il faut souligner que les urgences ont été respectées.
les services de la maternité, de la pédiatrie. À Saint-Louis, les patients vont encore attendre. Beaucoup de malades qui étaient venus pour des rendez-vous sont obligés de retourner. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. Restons à Saint-Louis et dans le secteur de la santé. L'hôpital Maître Alioune Badara Cissé tarde d'avoir le jour. La pose de la première pierre a eu lieu il y a 2 ans sous l'ère Macky Sall. L'hôpital de niveau 4 est pour les Saint-Louisiens une demande sociale car le seul hôpital régional date de plus de 200 ans et rencontre beaucoup de difficultés pour assurer la santé des populations. Écoutons à ce propos Ibrahima Traoré du mouvement des abécédaires de Saint-Louis au micro d'Ousseynou Diop. L'urgence de lancer les travaux de construction du nouvel hôpital Alioune Badara Cissé ABC de Saint-Louis. En juillet 2022, la pose de la première pierre de cet hôpital de niveau 4 avait été effectuée sous l'ancien régime avec une durée d'exécution annoncée de 18 mois. Cependant, près de 2 ans plus tard, les travaux n'ont toujours pas commencé, laissant la population de la région nord dans l'attente d'une infrastructure sanitaire indispensable. Saint-Louis, ville historique et stratégique, ne dispose aujourd'hui que d'un seul hôpital construit il y a plus de 200 ans et dont l'état de vétusté est particulièrement préoccupant. Cette situation met en péril la santé et le bien-être des habitants de la région nord qui sont contraints de parcourir de longues distances pour accéder à des soins spécialisés. Après la santé et l'enseignement supérieur, près de 3 mois que le SAES est en mouvement d'humeur. Une situation qui interpelle les étudiants des universités du Sénégal. Une grève qui n'est pas sans conséquence selon eux, vu que des retards sont déjà notés, en plus des chevauchements constatés entre les années universitaires. Les étudiants invitent donc les différentes parties à trouver une solution au plus vite pour reprendre les activités pédagogiques. Nafissatou Silla. C'est la perte de temps que nous enregistrons sur notre calendrier universitaire. C'est ce que les étudiants craignaient, un retard sur les enseignements et à ce rythme, cela risque de compliquer davantage les choses. Coordinateur des étudiants de l'université Assane-Seck de Ziguinchor. Comme vous le savez, nous sommes toutes les universités sont en retard, largement en retard d'ailleurs. Donc si on perd chaque semaine 2 ou 3 jours, quand même ça n'encourage pas non seulement les enseignements de se dérouler correctement, mais également ça nous fait perdre beaucoup de temps encore si on fait le cumul dans l'année ou encore dans 2 ou 3 mois. Donc je pense que nous demandons toujours à nos chers professeurs de revoir encore une fois leur méthode de grève parce que auparavant c'était 2 jours, 48 heures, maintenant il passe à 3 jours, donc ça devient plus compliqué. Pour les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès, il y aura des conséquences lourdes sur leur formation, même s'ils disent que les revendications du SAES sont légitimes. Adam Assou Kébé, président de la conférence des amicales. Retard dans les programmes et accentuant donc l'incertitude académique avec les années qui se chevauchent. Mais toutefois, il est bon à préciser que leurs revendications sont légitimes car elles portent sur l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie, mais également par extension sur la qualité de l'enseignement. Donc le dialogue demeure impératif. À Dakar, même réflexion pour les étudiants. Ceux-là se disent préoccupés par cette situation. Serigne Gako Aïdara, coordonnateur des écoles et instituts de l'UCAD de l'université Cheikh Anta Diop, parle de sortie de crise imminente. Et donc nous en appelons à la responsabilité d'un bord et d'autre de la part du SAES, de la part du gouvernement, pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente, trouver une solution à cette crise qui, à nos yeux, ne devrait pas en constituer, puisque les 2 parties sont d'accord sur le fait que ce qui est réclamé est un droit. Nous estimons que réintroduire un décret peut-être ne devrait pas causer une cessation d'activité pédagogique. Donc nous appelons toutes les 2 parties à de la conciliation, à des discussions pour trouver une solution, peut-être un délai de réintroduction de ce décret-là, afin que les universités ou les étudiants des universités du Sénégal ne puissent pas pâtir d'une situation dont ils ne sont pas responsables. En dépit de tout, les étudiants se disent optimistes pour que tout marche comme sur des roulettes afin qu'ils puissent en finir avec tous ces tracas. Il est 12h11. À moins d'une semaine du début du mois de Ramadan, des denrées telles que le sucre, l'huile et le riz sont en quantité suffisante sur le marché. Pour l'heure, pas de hausse sur les prix selon les commerçants. Seulement, c'est le poisson qui se fait rare en cette période. C'est le constat fait par Ndeye Ndoumbe Diop au marché Tilène. Voici son reportage. Aïda Sam, la quarantaine, trouvée devant une table remplie de
légumes en train de marchander. Elle souligne la rareté du poisson noté sur le marché. La cherté du poisson est le principal problème sur le marché et c'est très difficile pour les ménages, surtout en cette période de Ramadan où les dépenses sont excessivement, où il y a beaucoup de dépenses à faire. Le gouvernement doit vraiment nous aider pour la disponibilité de cette denrée. Ils ont dit qu'ils ont arrêté les bateaux étrangers, mais on peine toujours à trouver. Mais le marché peine toujours à s'approvisionner comme il faut. Fanta Dansoro, quant à elle, craignent un manque de sucre pendant le Ramadan. C'est le poisson qui se fait rare, mais en période de Ramadan, c'est l'huile et le sucre qui sont en rupture. Et si tel est le cas, cette année, ce sera vraiment compliqué pour les familles parce qu'on utilise beaucoup ces produits durant le Ramadan et le soir, l'huile aussi est essentielle pour le ndogo, pour la rupture du jeûne. Ces commerçants, par contre, rassurent quant à la disponibilité de ces denrées. Toutes les denrées sont disponibles. Je n'ai pas vu de changement par rapport au prix. Vraiment, je n'ai pas remarqué une hausse sur les prix. Le riz, l'huile, le sucre, tout est disponible pour l'instant. Peut-être d'ici au milieu du mois de Ramadan, mais pour l'heure, aucune rupture n'est notée. Pendant le mois de Ramadan, une forte consommation des denrées est constatée. Les consommateurs appellent les autorités à éviter une hausse des denrées de base. À Kaolack, la municipalité interdit tout stationnement. L'occupation anarchique des commerçants est tabliée sur l'avenue John Fitzgerald Kennedy du marché central. Une décision qui intervient suite à un arrêté du préfet en raison des risques d'accidents et des perturbations dans la circulation, selon la mairie qui alerte les citoyens et les commerçants réfractaires. Elle annonce des sanctions contre toute personne qui enfreindrait cette mesure. Babacar Diak, responsable des équipements marchands et des recettes de la commune de Kaolack avec Fatumbo. Un arrêté a été fait par le préfet sur l'ordre du gouverneur pour interdire l'utilisation de la voie publique sur l'axe allant de la GBS jusqu'à la rue nationale numéro 4, cette rue qui est appelée John Fitzgerald Kennedy, est souvent une rue qui regorge de monde. Et tous ces gens-là, ce n'est rien d'autre que les commerçants ambulants, vendeurs de poissons qui ont été interdits de vendre sur la voie publique, qui devaient normalement aller au marché poisson, et les vendeurs de légumes, les tabliers et les charretiers qui occupent intégralement la rue, empêchant aussi le passage des véhicules, y compris aussi les piétons et les clients. Il y a aussi des voisins qui habitent ici et ces gens-là qui souhaiteraient vraiment avoir leur indépendance pour circuler librement. Depuis 2 ans, on essaie de faire une organisation parfaite avec des sommations verbales, écrites et autres, et ensuite des opérations de déguerpissement avec les autorités. Et malheureusement, il n'y a pas eu de résultat. Alors, le préfet a décidé de mettre à jour un arrêté définitif qui interdit le stationnement et l'utilisation ou l'occupation de la voie publique. Cette fois-ci, ce n'est pas assuré par la mairie, peut-être une partie par la mairie, mais c'est assuré par le commissariat central, donc les éléments du commissaire qui vont assurer eux-mêmes ce suivi, cet arrêté soit en vigueur. Juste des mesures strictes. Je pense que cette fois-ci, les mesures seront bien respectées. Nous aussi, avec la brigade de surveillance mobile, on va assurer ce suivi et accompagner la police par rapport à ce travail. Situation presque similaire à Tambacounda, au marché Corona. Le délégué principal déplore l'attitude des commerçants qui ont fini d'installer leurs étals sur la seule route principale, obstruant toutes les issues, ce qui hante les clients et autres usagers de la route. Cela s'ajoute au manque d'éclairage dans le marché, selon Mamadou Camara qui interpelle les autorités sur la situation du marché. Mamadou Camara au micro de Pape Ousseynou Diallo. Nous avons des difficultés au marché Corona. Le premier problème, il y a l'occupation de la voirie. Et nous avons écrit des lettres à toutes les autorités pour les informer. L'occupation de cette voirie-là aujourd'hui dans le marché constitue un danger public pour tout le monde. Le problème aussi, d'autre part, c'est qu'on a un problème de commercialisation des légumes. Même les producteurs souffrent. Donc vous voyez, il n'y a pas d'achat. Les gens ne parviennent pas à écouler leurs marchandises. Et il y a un problème aussi que tous les commerçants pensent que le marché, c'est sur la route. Donc tout le monde a quitté leur place, qui fait aujourd'hui un manque à gagner pour la mairie. Ce marché n'a pas d'électricité. Ça, c'est un problème majeur. Quand on parle de sécurité, il faut qu'on parle de l'électricité. Le marché Corona, qui couvre plus de 2000 personnes, n'a pas été électrifié. Donc nous sommes dans l'insécurité totale. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Lutte contre la corruption, les fraudes et la mauvaise gestion des finances publiques, la direction de la promotion de la bonne gouvernance lance le processus d'un plan stratégique pour la bonne gouvernance, ceci au lendemain de la publication du rapport de la Cour des comptes.
ce processus donc avec la mise en place d'un comité scientifique qui intègre également la société civile et des universitaires. Des Matidiens. Universitaires, société civile, direction pour la promotion de la bonne gouvernance, entre autres, se sont penchés sur l'élaboration d'un plan stratégique de bonne gouvernance au Sénégal pour accompagner la vision 50 de l'État et par ailleurs éviter des gabegies financières comme celles révélées par le rapport de la Cour des comptes. Abdou Karim Lo, président du comité scientifique chargé d'élaborer le dit plan stratégique. La mise en œuvre de cette stratégie va nous éviter tous les problèmes que le Sénégal est en train de vivre, des situations qui ne sont pas bien apprécié par les populations en général. C'est pourquoi nous avons adressé la gestion des finances publiques pour véritablement que nos finances publiques soient gérées de façon transparente et que la redevabilité devienne une réalité. La société civile intéressée par la question dit s'allier au gouvernement dans ce travail au bénéfice de la population. Réussir à réduire la corruption peut être un grand pas vers l'atteinte des objectifs. Amadou Kanouté, directeur exécutif de Sicodev Afrique. Qu'on regarde tous les différents secteurs qui ont pour rôle de travailler à ce que chacun puisse accéder à des biens et services sociaux de base essentiels et qu'on dise quel est votre rôle. Le plan stratégique après confession va être soumis au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour application effective. Alassane Gueye, directeur de la promotion de la bonne gouvernance. La suite, c'est d'accompagner le président de la République, mais aussi de lutter contre la corruption, de promouvoir la bonne gouvernance et d'accompagner la vision 2050. Tout le monde sait que pour développer un pays, il faut lutter contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Famadion. Bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Rencontre à Bissau entre une délégation de la CEDEAO et plusieurs partis politiques. Une mission de haut niveau de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest est arrivée dimanche en Guinée-Bissau, mais ses membres n'ont été reçus qu'hier mardi. Les leaders de plusieurs partis politiques ont été reçus donc pour tenter de renouer le dialogue politique dans le pays, nous dit Sodecham. La rencontre a duré plus de 2 heures. Elle a eu lieu entre le leader du Parti du Travail de la Guinée-Bissau, El Hadji Botche Kandé, le leader du Parti de la Rénovation sociale, Félix Nandungue, et la délégation de la CEDEAO. Selon le leader du Parti de la Rénovation, la CEDEAO est venue écouter. L'organisation a expliqué la situation politique que traverse la Guinée-Bissau et les efforts en cours en vue de trouver une solution consensuelle. Le président de Guinée-Bissau a déclaré dimanche dernier que les élections présidentielles et législatives vont se tenir le 30 novembre, alors que la date de la fin de son mandat fait l'objet de contestations de la part de l'opposition. Selon l'opposition, son mandat se termine jeudi. Embalo a prêté serment pour un mandat de 5 ans. Le 27 février 2020, la communauté internationale a fini par approuver son élection, mais le résultat avait été contesté par le chef de l'opposition et ancien premier ministre Domingos Simoes Pereira. Dans un communiqué rendu public hier, Domingos Simoes Pereira a exigé que les partenaires de Bissau cessent, après cette date, de considérer le président Embalo comme représentant légitime de l'État bissau-guinéen. Au Bénin, le comité de pilotage chargé de revoir le code électoral est mis en place. En début de semaine, le comité a rencontré le président Patrice Talon au palais présidentiel à Cotonou. C'est lui qui, en 2023, a autorisé l'opération après une requête du parti de l'opposition, les démocrates. La démarche est menée en prélude aux élections générales de l'année prochaine. 6 membres composent le comité et 4 viennent de la société civile et les 2 autres placés sous réserve à l'opposition et à la majorité. Patrice Talon leur a fait la même recommandation lundi. Le travail doit se concentrer sur les outils techniques, a insisté le chef de l'État. Le comité promet de livrer un fichier fiable au plus tard mi-juin prochain. Il va recruter 4 autres experts pour le job. Au Tchad, maintenant, le pays tourne la page après 4 années de transition. La transition avait débuté en avril 2021 après la mort d'Idriss Déby Itno, père de l'actuel président tué au front après 30 ans au pouvoir. À l'époque, Mahamat Déby avait été désigné chef de l'État par l'armée à Wombaye.
Avec la proclamation des résultats provisoires des élections sénatoriales hier mardi, le Tchad entre dans une nouvelle ère institutionnelle en clôturant un long processus de retour à l'ordre constitutionnel. Le parti de Mahamat Déby a remporté une victoire écrasante lors de ces élections sénatoriales. Il a obtenu 45 sièges sur 46 avec un taux de participation record de 99,92%. Selon APA News, cette 5e constitution dans l'histoire du Tchad établit un État unitaire décentralisé et a ouvert la voie à l'organisation de l'élection présidentielle de mai 2024. Lors de ce scrutin, le général promu maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a été élu avec 61,03% des voix contre 18,53% pour son principal opposant, qui a d'ailleurs reconnu les résultats. Pour rappel, la transition avait démarré en avril 2021 après la mort d'Idriss Déby père, tué au front après 30 ans au pouvoir. En Somalie, 70 membres des Chebab tués lors d'une offensive selon le gouvernement. L'annonce a été faite hier mardi par le ministère de l'Information somalien. Plus de 70 membres du groupe islamiste radical Chebab ont été tués lors d'une opération de l'armée aidée par des forces locales dans l'état somalien d'Irshabel. J'y arrive enfin. Liés à Al-Qaïda, les Chebab combattent depuis plus de 15 ans le gouvernement fédéral de Somalie, un gouvernement soutenu par la communauté internationale pour instaurer la loi islamique dans ce pays. Souleymane. Merci Famadion, il est 12h23. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la crise dans les universités du Sénégal. Quelle solution? Réponse avec nos deux intervenants du jour. M. David Célestin Faye, secrétaire général du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, et le professeur Abdou Salam Sall, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. RFM Sport. Avant cela, l'actualité des sports. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Le jeune Idrissa Gueye brille en France. Formé à Génération Foot et transféré au FC Metz en Ligue 2, le jeune attaquant du Sénégal fait le bonheur des supporters messins. Depuis son arrivée en France, il ne cesse de faire de belles prestations avec des buts marqués, mais également des passes décisives délivrées. Youssouf Obodian s'est penché sur l'évolution de la carrière du jeune attaquant sénégalais en s'entretenant avec des dirigeants et autres encadreurs de Génération Foot. Reportage. Champion d'Afrique chez les moins de 17 ans, Idrissa Gueye a surtout brillé lors du mondial de la catégorie, avec notamment son triplé face à la Pologne. L'ex-attaquant de Génération Foot sera ensuite éloigné des terrains par une grave blessure. C'est pourquoi ses performances à Metz ont surpris le président de Mbour Academy, où il a fait ses débuts. Ibrahim John. Je ne m'attendais pas à ça, parce qu'il a démarré son championnat de bien sur son blessure. Grâce à Dieu, il a réussi. Parce que qui connaît Idrissa Gueye, son engagement, son talent, envie de faire. Donc je pense qu'il a réussi. Pour le reste, on lui souhaite son parcours le termine avec une grande réussite parce qu'il l'a bien mérité, parce que c'est un garçon qui aime ce qu'il fait. En même temps, il est très engagé par rapport à ses activités. Je pense que c'est un garçon à suivre. On souhaite donc que peut-être la fin du championnat, il va nous montrer d'autres choses. Arrivé à Metz lors du dernier mercato d'hiver, Idrissa Gueye a marqué 3 buts en 7 matchs. C'est déjà un joueur important de l'effectif, estime son entraîneur Stéphane Lemignan. On considère que ce profil, on ne l'a pas dans l'effectif aujourd'hui et qu'il nous aurait servi aujourd'hui. Un peu heureux qu'il marque ce deuxième but, mais voilà, il a un mental de fer, même s'il n'est pas encore dans le rythme, je pense, d'un championnat. Voilà, on a pris l'initiative de le lancer et puis il y a répondu présent, même s'il y a eu un peu de déchets dans son jeu. C'est quelqu'un qui a de la personnalité, qui est très jeune, mais qui est très mature aussi, qui sait où il veut aller. Donc il a tout d'un sportif de haut niveau. À 18 ans, Idrissa Gueye mesure 1m85, joue des deux pieds et bon de la tête. Son entraîneur à Metz l'a même comparé à Olivier Giroud.
Football en France et basketball pour finir. En France, avec la suite des quarts de finale de la Coupe de France, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, leader du championnat, se déplace dans une petite ville pour défier l'équipe de Saint-Brieuc, alors qu'en Espagne, la Real Sociedad reçoit l'équipe du Real de Madrid pour la demi-finale aller de la Coupe du Roi. En Allemagne également, Leipzig joue contre Wolfsburg pour le compte de la Coupe d'Allemagne. En Italie, quart de finale de la Coupe d'Italie, la Juve joue contre l'équipe d'Empoli. En Angleterre, on joue la 27e journée du championnat anglais. Arsenal face à Nottingham Forest. Liverpool, leader, joue contre Newcastle. Manchester City, mal en point, joue contre Tottenham de Ismaïla Sarr, alors que Everton de Gana Gueye se déplace sur la pelouse de Brentford. Le basket pour finir avec les quarts de finale de la Coupe Saint-Michel. Aujourd'hui, Duc face à l'équipe de RS Yoff, Guédiawaye Basket face au Port, l'AS Ville de Dakar face à la Jeanne d'Arc de Dakar et l'AS Douane défie l'équipe de Zak Mbao Souleymane. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la radio de toute l'actualité. L'Afrique à l'épreuve pour la plus belle mascotte de l'histoire des Jeux Olympiques de la jeunesse. Pour les JOJ Dakar 2026, le concours national de création de la mascotte et de son nom se tient ce mercredi sur l'étendue du territoire national dans les 16 académies. Des élèves âgés de 12 à 18 ans vont l'imaginer. Qui sera le lauréat qui va entrer dans l'histoire? Koumba Sandiane Faye est allé visiter un centre d'examen. L'Afrique décrochera-t-elle la plus belle mascotte de l'histoire des Jeux Olympiques de la jeunesse? Nous sommes ici au centre d'examen de l'école Mangui 2. Ici, 11 candidats vont concourir. Dans toutes les 16 académies du Sénégal, 494 élèves candidats vont imaginer la première mascotte des JOJ de l'histoire de l'Afrique, la créer et lui donner un nom. Ils sont âgés de 12 à 18 ans. Ibrahim Awad est le coordonnateur général du comité d'organisation des JOJ Dakar 2026. La mascotte officielle des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et aussi le nom. Nous avons effectivement ensemble pris le parti de cibler la tranche d'âge des jeunes de 12 à 18 ans qui sont dans les établissements scolaires pour d'abord les impliquer dans ce processus parce qu'il n'y a pas meilleure implication que de demander à des élèves, à des jeunes d'imaginer, de faire œuvre de créativité pour donner ce qui entrera dans l'histoire, à savoir le concours, la mascotte officielle. Pour lui, c'est déjà rassurant d'assister à une si belle organisation de ce concours sur le plan national. Et le vainqueur va sûrement entrer dans l'histoire olympique. Pour sa désignation, tout un jury multicompositif. Et pour la récompense du jeune lauréat. Ça, c'est déjà la plus belle récompense qu'un enfant puisse avoir, un être humain puisse avoir, cette reconnaissance de la nation et du monde même, je veux dire. La deuxième chose, c'est que nous sommes en train d'étudier les modalités avec le ministère de l'Éducation. Vous savez, le sport et l'olympisme ne va pas avec un certain nombre de pratiques. Par exemple, les récompenses financières pour des jeunes enfants, c'est un principe interdit. Mais il y a beaucoup de formes de motivation, beaucoup d'autres formes de motivation. Le comité olympique des JOJ Dakar 2026 est en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. La secrétaire générale du dit ministère, Ndeye Khady Diop, était allée superviser l'examen au centre Mangui 2. Dans tous les départements du Sénégal, et au niveau de chaque IF, il y a un centre. Quel que soit le nombre de candidats, nous avons voulu que tout le monde participe. De Ranérou, Bunkiling, Saraya, Salémata à Dakar. Donc c'est tous les jeunes concernés par ces jeux qui sont impliqués. C'est parti alors pour une belle découverte artistique. Le talent des élèves sénégalais mis à l'épreuve. La revue de presse signée Youssouf Bodian. Bonjour. L'Observateur s'intéresse ce matin à un problème de santé publique. L'AVC, une réalité tragique chez les jeunes adultes. Et ce que révèle donc le journal qui informe que les patients mariés sont les plus touchés. Ils constituent près de 53% des AVC hémorragiques, de près de 67% des AVC ischémiques, c'est-à-dire liés à un manque d'irrigation sanguine d'un organe ou d'un membre. Selon l'Observateur, l'âge moyen des victimes est près de 41 ans et la fréquence dans la tranche d'âge 17-50 ans est estimée entre 20 et 25,8%. Le journal du groupe Futur Média donne la parole au professeur Kamador Touré, neurologue et épidémiologiste qui alerte sur la montée en flèche des cas. Parmi les causes des AVC, la mauvaise alimentation. Justement, le Soleil s'intéresse à l'insuffisance du contrôle de la restauration de rue. Consommation à haut risque, titre le journal qui pointe du doigt les gares routières, les marchés entre autres ou les gargotes de pilules. Les aliments y sont servis dans des conditions sanitaires parfois douteuses. Selon le journal qui cite un rapport
de la FAO. Libération de son côté s'intéresse ce matin au rapport de la CENTIF sur des présumés flux financiers de 125 milliards de francs CFA. Le journal révèle que le parquet financier a visé 10 personnes et X dans son réquisitoire introductif, à l'exception de Bokar Mamadou Daf, ancien directeur général de la CMU, dont le placement sous contrôle judiciaire a été demandé. Il a requis le mandat de dépôt contre tout le monde. Le journal ajoute que Amadou Sall, fils de l'ancien président Daïsséne Boundiaï, la procuration et l'histoire du virement 10 milliards de francs CFA dans le compte ouvert par Woodrose Investment Ltd à la NCA qu'il a installé dans la procédure. Procédure dans le cadre donc de la reddition des comptes menée par le nouveau régime. Le duo Diomaye Sonko ira-t-il jusqu'au bout dans la bataille d'opinion avec l'ancien régime? Une interrogation à la une de Témoin. Le gouvernement qui fait face aussi à une situation socio-économique difficile. La dette intérieure, créances bancaires, fisc, trésorerie difficile. Le secteur du BTP sous tension, titre Wolf Quotidien. Il y a également les grèves dans l'éducation et la santé, les complètes des boulangers entre autres, ce qui veut dire à Direct News que le malaise social s'amplifie. Le quotidien, intrigué par le silence du Parti démocratique sénégalais sur la situation socio-politique, et note que le parti de Wade ne s'est pas prononcé sur l'actualité depuis des mois. Sud Quotidien relève une faible dynamique unitaire de l'opposition autour de son cadre. Absence de débat public, le FDR cherche ses marques, constate le journal. Macky Sall lui a pris la parole pour répondre au président américain Donald Trump qui a arrêté l'USAID. L'Afrique n'est plus dans une perspective de tendre la main, déclare l'ex-chef d'État dans l'AS. Il poursuit dans Vox Populi, je cite, l'Afrique est trop grand, trop jeune pour dépendre de l'aide. Fin de citation. En sport, Record consacre sa une à Ismaïla Sarr, auteur d'un doublé hier pour Crystal Palace qui a battu Aston Villa en première ligue anglaise. Iso rugit de nouveau, titre le quotidien sportif du groupe Futur Média. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Bienvenue dans notre rubrique Point de vue à 12h33. Crise dans les universités du Sénégal. Quelle solution de sortie de crise pour tenter de répondre à cette question? Nos deux intervenants du jour, professeur Abdou Salam Sall, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. David Célestin Faye, vous êtes le secrétaire général du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Bonjour. Bonjour. Merci à vous également. L'une des dimensions de cette crise multiforme dans les universités du Sénégal, c'est la grève en cours du SAES autour d'une plateforme qui s'articule autour de la question du paiement des pensions des chercheurs et enseignants-chercheurs décédés, paiement des pensions à leurs ayants cause qui est bloqué par un décret qui se serait perdu ou qui serait perdu dans le circuit administratif, qui est un point non négociable pour vous, M. David Célestin Faye du SAES. Mais d'abord, peut-être un bilan d'étape. Est-ce que vous avez des retours sur l'efficacité réelle de vos différents mouvements de grève sur cette plateforme-là? Est-ce que vous avez une réaction dans le sens que vous voulez venant du gouvernement? Oui, merci. Donc, de toute façon, la grève a été largement suivie. Donc, les militants sont mobilisés sur cette question-là. Et nous nous en désolons, bien sûr, d'en arriver à justement cette grève due au dilatoire du gouvernement sur ces questions-là. Le ministre de l'Enseignement supérieur ne nous a pas parlé pratiquement pendant 3 mois. Et finalement, il s'est résigné à nous recevoir hier après-midi au niveau du ministère. Mais je dois avouer qu'il ne s'est rien passé de nouveau. Donc, c'est toujours les mêmes mots pour ne prendre aucun engagement. Et tous les engagements, en tout cas, aucun engagement a été pris. Et voilà, on nous ramène encore au Premier ministre. Donc ici, je vous dis que pour l'instant, nous sommes dans le statu quo, on fait du sur place et cette question, en tout cas, comme vous l'avez dit, pour nous, elle est non négociable. C'est une question de dignité et de droit aux ayants cause. Et qu'est-ce que vous attendez de la réunion de demain par rapport à la réponse que vous avez eue quand même du ministre hier, en 2 jours? Qu'est-ce que vous attendez comme évolution? Mais nous attendons seulement le respect de la loi. Vous savez, en fait, est-ce que c'est trop demandé à notre gouvernement qui respecte la loi? C'est ce que nous demandons, que les droits des familles des enseignants-chercheurs décédés soient respectés, comme le dit la loi sur le code des pensions. Les enseignants acceptés
des prélèvements supplémentaires sur le salaire pendant des années. Ils ont accepté de travailler sans être rémunérés, que la rémunération soit différée, et qu'elle soit différée cette rémunération. Il est normal que quand quelqu'un décède, sa famille a bénéficié comme le dit la loi. Donc tout ce que nous demandons, c'est d'abord le respect des différents protocoles d'accord, SAES gouvernement, dans lequel il y a le sceau de l'État, qui est pour nous en un sens, la signature d'un gouvernement en un sens. Et ensuite, que les lois et règlements soient respectés. Il n'y aura pas, comme on le veut, de pacte de stabilité sociale dans les universités tant qu'on va continuer à bafouer les droits des enseignants-chercheurs. Ceux-là sur qui on compte pour attraper l'académique ne vont pas se tuer après qu'une fois qu'ils seront morts, leur famille n'en bénéficie pas. Donc je pense quand même que c'est une question de bon sens. Et ça fait 10 mois que nous avons alerté. Nous avons vu le dialogue social. Nous avons vu tous les ministres. En fait, nous avons vu beaucoup de monde, beaucoup de bonne volonté pour sensibiliser. Le SAES a tout fait pour sensibiliser. Mais je pense quand même, cette question-là, je vous dis, nous ne lâcherons rien. Il n'y a pas que cette question-là, il y a d'autres questions qui sont là, sur les conditions de vie et de travail des étudiants et des enseignants, des chantiers qui ne sont pas livrés, des budgets qui sont insuffisants, des recrutements inexistants pratiquement. Et c'est ces questions-là qui devraient attirer l'attention du gouvernement plutôt que la question d'un décret qui est un droit tout à fait banal. Justement, vous l'avez dit, hein, et là je m'adresse au professeur Abdou Salam Sall. Cette grève du SAES est l'une des manifestations de la crise multiforme que vivent les universités du Sénégal. M. David Célestin Faye vient d'évoquer d'autres problèmes qui touchent non seulement les enseignants, mais également le personnel administratif, technique et de service, mais également les étudiants. Quelle est, d'après vous, d'après votre analyse, là où les causes racines justement de ces problèmes multiformes à l'université de Dakar, avant peut-être de vous entendre sur des esquisses de solutions? Je vous remercie. Je salue mon secrétaire général Célestin. Avant de venir sur votre question, je voudrais dire que manifestement, cette affaire-là ne méritait pas une seule minute de grève si les gens se parlent et si les gens comprennent bien. On ne peut pas. C'est une équation mathématique. Hein. Vous êtes à la retraite, on vous paye X. Vous décédez. On prend moins de X qu'on distribue à ta famille, soit ta veuve ou tes enfants s'ils ont moins de 21 ans, qui est inférieur à X. Quel que soit alpha, la caisse ne peut pas partir de cela. Donc, je crois que le Premier ministre a été mal briefé. Et il faut qu'on fasse très très attention. Des alliés doivent se parler directement, sans intermédiaire. S'il y a un conseiller qui veut dire quelque chose d'autre, il n'a qu'à le dire devant le secrétaire général et sa délégation. Ce pays a besoin de stabilité et de travail. Il faut se féliciter de la volonté du gouvernement de travailler avec l'enseignement supérieur pour innover et ouvrir le marché. Si on veut le faire, il faut bâtir une alliance quadripartite, publique, privée, académique et société civile. Il faut stabiliser les universités. Pour que les universités soient stables, il faut que les universités changent profondément de structure économique en essayant de diversifier leurs sources de financement par les fonds publics. Il ne faut pas absoudre le gouvernement, il faut que le gouvernement continue à faire des efforts par des ressources internes. Regardez au niveau de l'université de Dakar. Est-ce que vous saviez qu'à Fann Résidence seulement, l'université a plus de 16 villas d'au moins 1000 mètres carrés pour chaque villa? Effectivement. Ce patrimoine, il faut le rentabiliser. C'est un patrimoine à rentabiliser. La société doit aussi participer. Vous, au niveau de RFM, là, combien participent aux fondations des universités? On vous l'a beaucoup dit, mais il faut que la société se sente concernée pour cela. Quasiment personne, je peux vous dire. Et finalement, l'environnement bancaire. Il faut qu'on exploite à fond l'environnement bancaire. L'enseignement supérieur est un dispositif de transit de la maison familiale vers sa propre maison. Il faut un accompagnement. Cet accompagnement, les bourses ne suffisent pas pour cela. Les bourses et les aides d'ailleurs ne suffisent pas. Je crois que le moment est venu
qu'on bascule progressivement vers les crédits aux étudiants. Malgré les 80 milliards de francs CFA qui sont payés annuellement au titre des bourses et aides. Ça ne suffit pas, c'est ridicule, mais il faudrait qu'on puisse aller vers quelque chose de plus confortable, de plus durable, qui sont les crédits aux étudiants. Et à terme, c'est un mécanisme qui va tourner tout seul. Vous parlez là d'ingénierie financière. Qui a la charge, qui a la responsabilité et surtout les capacités de faire ce travail au sein de l'université, dans le gouvernement, dans la société civile, des privés? Les universitaires, les responsables, les recteurs doivent bâtir des plans stratégiques et dans les plans stratégiques, en associant l'ensemble des partis, pouvoir concevoir cela. Ça existe déjà, c'est que ce n'est pas développé, mais ce n'est pas encore suffisamment... Vous savez, le problème de l'université, c'est qu'il faut qu'on rende compte publiquement. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs, on déroule une année, et après, on rend compte. Moi, quand j'étais recteur, chaque année, il y avait une assemblée d'université de compte rendu. Tout le monde rend compte, et après, on met ça sur le web. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra avancer. Mais si la société laisse l'université avec les universitaires, c'est que la société ne comprend pas le monde moderne. Et peut-être que l'université ne communique pas suffisamment. Moi, j'ai eu la chance de participer à des réunions que vous avez organisées pendant que vous étiez recteur. Et la leçon si je devais résumer en une phrase, c'est que l'université produit des connaissances, mais au bénéfice de la société et interagit avec la société et fait partie de la société, si je peux résumer ça ainsi. Je reviens à vous tout à l'heure. David Célestin Faye, le professeur Abdou-Salam Sall, en termes mathématiques, nous dit que qui peut le plus peut le moins. Si les chercheurs et chercheurs enseignants étaient encore en vie, on leur paierait probablement le tarif plein de leur pension de retraite. Qui peut payer ça devrait pouvoir payer moins que ça au bénéfice des ayants cause ou des ayants droit. D'après vous, pourquoi cela pose tellement problème? Merci, M. Diène. Je pense que je salue le prof Salam, le lecteur. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Cette question est d'une simplicité élémentaire. Parce qu'en fait, je pense même que pour le gouvernement, même je pense qu'on aurait souhaité même qu'on soit mort. Parce que si on est mort, on paie la moitié, à la limite. Parce que si tous les anciens là étaient vivants, le gouvernement aurait payé plein tarif. Et ce n'est pas une question de don. Je répète encore. Vous ne pouvez pas vous-même... des cotisations, si j'ai bien compris. Cotisations. Ce que je dois dire, vous ne pouvez pas donner à la banque votre argent, votre épargne. Et au moment où vous en avez besoin, la banque dit qu'elle n'a plus d'argent. Qui peut l'accepter? Qui peut accepter de confier son argent à la banque et au moment de vouloir en bénéficier, la banque dit qu'elle n'a plus d'argent? Elle ne paye pas. C'est exactement ça. Il s'agit d'enseignants qui ont fait des prélèvements supplémentaires acceptés par l'État avec des lois qui ont été mises en œuvre. Il y a eu la loi sur le code des pensions qui a été modifiée. Il y a l'augmentation de la charge de travail de 20% non rémunérée. Et cette augmentation-là permettait à l'État d'économiser en termes de postes nouveaux à créer. Ça permettait d'augmenter le taux d'encadrement. Et ça arrêtait de prendre des universités. L'État a dit, mais je n'ai pas de l'argent pour vous payer immédiatement, mais ce qu'on va faire, on va le différer. Comme vous ne partez pas tous à la retraite en même temps, au fur et à mesure des départs à la retraite, on paye ceux qui doivent partir. Donc, c'est des prélèvements effectués sur les salaires et des paiements différés qui sont là payés normalement à ceux qui partent. À cela, si vous avez la loi sur le code des pensions, elle dit clairement que pour tous les fonctionnaires, tous ceux qui sont dans la caisse, une fois qu'ils décèdent, mais là, les gens reçoivent la moitié, la famille, moins de 21 ans, et ensuite les veuves et les veufs. Monsieur Faye, pour notre bonne compréhension, ces pensions-là, qui les gèrent? Vous avez évoqué le cas des banques. Les banques ne peuvent pas objecter qu'elles n'ont pas de fonds parce qu'il y a une autorité qui s'en occupe, c'est la Banque centrale, peut-être la commission bancaire, etc. Mais dans le cas des pensions, où est-ce que les enseignants et les enseignants-chercheurs versent-ils leurs cotisations? Qui gère ces pensions? Qui est responsable du paiement de ces pensions aux ayants cause? Non, je donne l'exemple de la banque pour dire qu'en fait, vous nous poussez... En fait, c'est par analogie seulement. Mais c'est pas la banque... J'ai bien compris, hein, c'est juste pour notre information parce qu'on ne saisit pas tous les éléments. Qui gère les pensions et qui doit payer? Au Sénégal, il y a deux caisses de retraite. Il y a l'IPRES pour le privé
Et il y a ensuite, pour le public, tout ça, c'est le FNR. Le Fonds national de retraite. Le Fonds national de retraite. Et dans ce fonds-là, il y a la loi 81-52 sur le code des pensions qui dit comment les pensions sont reversées et les taux de cotisation, comment on les fait. Il y a des mécanismes, des règles. Donc c'est le FNR, mais géré par le ministère des Finances. D'accord. C'est le ministère des Finances qui gère ce fonds. Et ce fonds est géré par une loi qui dit clairement que les ayants cause reçoivent la moitié. Et c'est limité même dans le temps. Parce que les enfants de moins de 21 ans, c'est seulement moins de 21 ans. Et ce problème dure depuis 2020. C'est-à-dire que ceux qui avaient 16 ans en 2020 sont éliminés d'office en 2025. Ils sont trop vieux, ils ont perdu. Leurs parents ont cotisé pour rien. Donc plus on perd du temps, plus on élimine des orphelins qui auraient dû en bénéficier. Mais après, ils sont trop vieux pour en bénéficier. C'est quand même étonnant parce que les pensions sont gérées, en tout cas les pensions publiques sont logées dans un compte spécial du Trésor qui, chaque année, est excédentaire. Je ne comprends pas. Oui, mais la question, moi je pense que c'est le gouvernement qui devrait prendre ses responsabilités. Sur cette question-là, je vous assure, elle est d'une simplicité. Parce que justement, il y a des gens qui n'en veulent pas. Il y a des personnes tapis dans l'ombre. Et ce décret-là, nous ne sommes pas convaincus qu'il a été perdu. Le décret même prend effet. Un décret, examiné et adopté en Conseil des ministres, c'est un décret qui prend effet juridiquement même. Mais il a été perdu, entre guillemets, par des personnes mal intentionnées, justement, pour qu'on n'en bénéficie pas. Et c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas de cela. Nous, aujourd'hui, n'usurpons pas. Nous avons cotisé légalement par des moyens légaux mis en place par l'État du Sénégal. Et nous devrons pouvoir en bénéficier par les moyens légaux que l'État a mis en place pour la réversion. C'est l'État qui a mis ses propres lois, qui nous a permis de cotiser plus, qui a modifié la loi sur le statut des enseignants pour qu'ils travaillent plus. C'est l'État qui a ses propres lois pour dire le mode de réversion. Et quand quelqu'un décède, bon sang, mais pourquoi on ne devrait pas reverser? Donc je voudrais que les Sénégalais comprennent. Dans cette question, les enseignants ne commandent pas. Ce n'est pas de la pitié. On ne demande rien. On ne demande pas de ressources nouvelles à injecter. Nous demandons vraiment qu'on reverse à nos familles les montants que nous avons cotisés de nos vivants. Et je dois dire encore, je l'ai dit hier, il n'y aura pas de pacte de stabilité sociale en piétinant les tombes des enseignants décédés. Il n'y en aura pas. Qu'on ne compte pas sur nous pour en tout cas piétiner ces tombes-là et renoncer à aux cotisations qu'ils ont faites pour leurs familles. Ils ne sont plus là, mais nous sommes là. Merci, on vous a bien compris. Ne le fera pas. On vous a bien compris. David Célestin Faye, secrétaire général du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Merci à vous. Professeur Abdou Salam Sall, pour finir, vous avez évoqué deux choses importantes. Pour ce qui concerne les pensions, vous demandez aux différentes parties de s'asseoir, de discuter. Il y a certainement une solution qu'on pourra trouver. Et pour le reste, vous avez fait une série de propositions d'ordre notamment économique et financier. Comment appliquer tout ça? Dans quel cadre? Au plan institutionnel notamment, puisque on a l'habitude de voir des assises, des concertations, etc. Est-ce qu'il y a lieu de remettre cela, même si on sait que pour l'université c'est déjà arrivé, mais remettre les parties prenantes ensemble, peut-être changer de format et essayer de trouver un plan d'action très pragmatique pour mettre en œuvre des solutions accessibles immédiatement? D'abord, moi je souhaite que l'on sorte très rapidement de cette crise-là, parce qu'il y a des outils pour cela, et je suis persuadé que le Premier ministre bien briefé pourrait aider à décrisper les éléments. Maintenant, quel est le format le plus adéquat? Je dois dire que tout ce que je viens de vous dire là, je l'ai écrit dans un ouvrage. Oui. La gouvernance universelle, une expérience africaine. Moi, ce qui m'étonne dans nos pays, c'est que moi, j'avais écrit ce livre-là pour créer un débat, pour que les gens débattent. Mais le pays, les gens ne veulent pas débattre. Or, il faut débattre pour bâtir des consensus. Moi, je ne crois pas à une rencontre, je ne crois plus à une rencontre où certains, même sélectionnés, se rencontrent pour discuter. Ça n'aura pas de prise. Il faut un débat ouvert. On prend une question. Comment travailler sur un partenariat quadripartite? Avec la presse, on organise des trucs, on discute.
comment est-ce qu'on l'organise, à quel niveau est-ce qu'on faut l'organiser. Au niveau de l'université, si on parle de la gouvernance publique, les gens pensent au sommet. Alors que c'est à tous les niveaux de la chaîne qu'il faut l'organiser. Il faut une présence de nos diplômés de la société à tous les niveaux de l'université, dans les filières, dans les écoles doctorales, partout, et au sommet. Maintenant, sur la question nodale, on a 80 milliards qu'on donne en bourse ou en aide à des étudiants, et pendant ce temps, on n'arrive pas à terminer les constructions. Qu'est-ce qu'on fait? On pose le débat publiquement, on en discute. Il faut que ce pays, qu'on bâtisse des consensus. Sinon, on va tourner en rond, on ne va pas s'en sortir. N'est-ce pas? On ne va pas s'en sortir. Et il est possible de s'en sortir. Parce que chaque fois, j'ai vu que il y a beaucoup de rencontres sur les technologies. Les gens sont très satisfaits. Mais est-ce qu'ils savent les efforts que les uns et les autres ont fait pour avoir ces ressources humaines-là? Est-ce que vous savez que beaucoup de nos ressources humaines sont utilisées par le Maroc et par la France? Donc, il faut qu'on se dise les vérités et qu'on se batte. Ce pays se développera si nous tous, on se serre les reins et on se bat. Merci. Il y en a qui font la politique, d'autres ne font pas la politique, mais nous sommes tous concernés. Il faut intégrer tout le monde, inclure parce tout le monde. Parce que si on ne s'en sort pas, personne ne sera à l'abri. Hein? N'est-ce pas? Merci vraiment, professeur Abdou Salam Sall, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous vous retrouverons tous les deux pour la version Wolof de ce débat. C'est la fin de cette édition à 12h52. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, Mam Astoukan à la réalisation, à la mise en onde, Aliouba, à la production Hamadi Ndiaye. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.